Il y a plusieurs facteurs qui déterminent l'évolution, et notamment la thérapie peut déterminer l'évolution. Et la thérapie, c'est le traitement principal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement médicamenteux curatif, comme le professeur Manger a dit, ou je ne sais plus qui a parlé aujourd'hui des traitements médicamenteux. Le traitement médicamenteux est souvent indispensable, mais il ne permet pas de guérir le trouble, en fait. J'aimerais évoquer d'abord qu'il y a plusieurs formes du trouble borderline. Il y a la forme plutôt, on va dire, légère, qui se caractérise par des difficultés relationnelles, peut-être une sorte de sensibilité à l'abandon, une hypersensibilité générale émotionnelle et éventuellement des difficultés qui s'expriment notamment, plus la relation est proche, plus elle sera difficile à gérer. Et donc ce type de patient, quelquefois, s'il y a juste des difficultés relationnelles dans les relations proches, peuvent fonctionner, on va dire, sans médicaments. C'est-à-dire, dans ce cas-là, il s'agirait plutôt des traits borderline, peut-être que du trouble, parce qu'il faut au moins 5 des 9 critères pour pouvoir diagnostiquer le trouble. Et donc, ce type de personnes peuvent parfois se passer, on va dire, d'un traitement médicamenteux. Et dans ce cas-là, la thérapie seule suffit. Et sinon, pour ce qui est des patients plutôt modérés à graves, quand je dis modérés à graves, ce que j'ai observé dans mon expérience, c'est que le trouble borderline va beaucoup varier en fonction des circonstances, en fait. Les personnes vont beaucoup réagir aux circonstances de vie. Donc, comme il y a un manque de cadre interne, d'où manque de limite, en fait, la personne va beaucoup fonctionner et évoluer en fonction du cadre externe. C'est-à-dire, notamment des relations, et puis travail, ou manque de travail, ou, voilà. Donc on pourra reparler si vous avez des questions là-dessus, je pourrais un petit peu développer si ça vous intéresse, puisque le sujet maintenant c'est la thérapie. Mais la thérapie est aussi un facteur, et notamment la relation thérapeutique, en fait. Et donc je disais juste pour préciser, modéré à grave, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quelquefois, donc, la personne va être stabilisée, par exemple je la rencontre dans le cadre d'une consultation, ça va plutôt pas mal, et puis il va se passer quelque chose dans la vie de la personne qui va peut-être déclencher des passages à l'acte majeur, notamment des tentatives de suicide ou abus de substances, ça dépend quel est le moyen de la personne pour gérer ses émotions. Parce que même les addictions sont considérées comme un moyen de gérer, tant bien que mal, les émotions envahissantes, parce que c'est un trouble qui se caractérise notamment par des émotions qui se déclenchent très rapidement et deviennent rapidement intenses et ont du mal à se calmer. Donc ça, c'est vraiment l'une des caractéristiques principales. Et donc dans ce cas-là, voilà, il y a des personnes qui vont soit recourir à l'alcool, à la drogue, ou bien en tentative de suicide, ou bien un acte violent éventuellement vis-à-vis de soi-même ou de l'autre, donc scarification. Voilà, donc là on voit la forme la plus grave, qui peut, donc là on peut parler des symptômes plus que des traits de personnalité. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant dans le trouble borderline, c'est que c'est à la fois un trouble de la personnalité où il y a des traits de personnalité, mais lorsque la personne est confrontée à une situation très stressante pour elle, elle développe des symptômes très envahissants. Voilà. Et donc dans ce cas-là, on peut dire même que c'est une maladie, voilà, au sens lorsqu'il y a des symptômes très envahissants. Donc la thérapie est très importante pour plusieurs raisons. Donc il y a la relation thérapeutique qui est quand même fondamentale, puisqu'il ne s'agit pas des thérapies courtes. Donc on ne peut pas traiter un trouble borderline avec une thérapie brève, puisqu'il s'agit d'une personnalité, encore une fois, donc qui s'est construite notamment, comme vous avez dû l'entendre aujourd'hui, ou vous le savez probablement, il y a des antécédents d'abus, de traumatismes, qui se sont inscrits dans le développement de la personnalité. Comme ces traumatismes, ces événements sont survenus à un âge donc précoce, ils se sont intégrés à la personnalité et donc se manifestent sous forme de traits de personnalité comme peur du rejet, de l'abandon, une grande sensibilité donc relationnelle, peur de l'échec, etc. Donc peur de ne pas y arriver, voilà.
Donc la personne est très très vite débordée et peut très vite se sentir en échec relationnel ou professionnel, voilà. Même s'il ne s'agit pas d'un échec objectif, c'est ça qui est quand même important à préciser. Et la thérapie, dans ce sens-là, la relation est importante parce que, notamment, dans toute forme de thérapie, il y a quelque chose qui peut être réparé, donc même si ce n'est pas définitivement, et on va parler pourquoi, parce que l'évolution même en thérapie n'est pas linéaire, elle est plutôt, on va dire, il peut y avoir des progrès, et puis il peut se passer quelque chose dans la vie de la personne qui la fait régresser en apparence, et donc, mais après il peut y avoir encore un progrès, et donc ça ne veut pas dire que la personne elle est en échec total, mais même si elle peut le vivre comme ça, donc il faut accepter qu'il y a une évolution non linéaire, et cela ne veut pas dire que la thérapie ne fonctionne pas. Donc il faut qu'il y ait au moins, c'est ce que aux États-Unis ils ont fait beaucoup de recherches à ce sujet et ils se sont consacrés à mettre en évidence les thérapies qui sont basées sur les preuves. Le terme en anglais c'est evidence-based therapy ou practice, et donc qui ont donné des résultats scientifiquement prouvés. Il y a notamment 2 thérapies qui se sont... il y a une thérapie qui a été presque mis en place pour les sujets borderline exclusivement, c'est la thérapie dialectique comportementale, qui a d'ailleurs été développée par une professeure de psychologie qui a reconnu il y a quelques années qu'elle avait elle-même souffert de ce trouble. Elle s'appelle Marsha Linehan. Et donc elle a développé ces thérapies dans les années, notamment le livre, je crois qu'il est sorti en 93, pour les patients notamment suicidaires. C'était ça la cible principale, la population qu'elle... Donc plutôt une population grave. Donc la thérapie dialectique comportementale qui donc utilise notamment les éléments de la mindfulness, de la pleine conscience pour la gestion donc des émotions. Parce que Marsha Linehan, c'est quelqu'un qui a beaucoup pratiqué la méditation, notamment d'inspiration d'origine bouddhiste, et elle a réalisé que ça lui faisait beaucoup de bien, et donc il y a des vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube si ça vous intéresse, on en parle, et elle s'est dit il faut que j'enseigne ça à mes patients. Notamment l'idée c'est que la personne doit développer une sorte de tolérance à la détresse, c'est-à-dire aux émotions très intenses. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai déjà dit, le trouble est défini par un débordement émotionnel rapide et qui se calme très difficilement. Et donc, la personne va vouloir tout de suite atténuer l'intensité de l'émotion. Donc, elle cherche un soulagement immédiat. Comme la souffrance, elle est très grande. Et donc, c'est pour ça que la personne est prête à des actes vraiment graves. Donc, qu'elle peut regretter d'ailleurs assez rapidement. Mais sur le moment, ça lui paraît vraiment insupportable, invivable, donc elle va faire soit des scarifications, tentatives de suicide, une consommation massive d'alcool ou de drogue, ou bien des scarifications. Et donc, ce que Marsha Linehan a développé, c'est ce qu'elle appelle des modules de tolérance, de développement de tolérance à la détresse. Donc, la personne, là je vais juste, ça peut paraître caricatural, mais c'est l'idée en fait que la personne apprenne donc à supporter, donc à travers les pratiques de mindfulness, etc., de se connecter à ses sens, et voilà, on lui apprend à tolérer l'émotion, donc, et de ne pas agir sur l'émotion. Et d'ailleurs, lorsque la personne progresse dans la thérapie, elle agit moins sur ses émotions. En fait, c'est l'un des objectifs principaux de la thérapie. Que donc il n'y ait pas de passage à l'acte qui découle d'une émotion intense. En tout cas, pas de passage à l'acte inadapté, destructeur, parce que c'est un trouble qui se définit par des comportements autodestructeurs. Donc s'il y a un acte positif, d'ailleurs dans la thérapie dialectique comportementale, il y a aussi le développement, que la personne développe sa boîte à outils, des activités plaisantes, apaisantes, et qu'elle recourt plutôt à ce type d'activité lorsque c'est possible, et ça s'appelle distraire une émotion. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on fait tous habituellement, mais donc on peut distraire en se focalisant par exemple sur une activité positive, même si elle peut nous paraître banale, voilà. Donc, mais l'objectif principal, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de passage à l'acte, en tout cas pas d'autodestructeur.
Donc, dans ces thérapies-là, il y a donc gestion des émotions est abordée, et cette thérapie, c'est son apport principal, d'apporter quand même les méthodes de gestion des émotions qui sont fondamentales. Et puis aussi de l'affirmation de soi, puisque le borderline va beaucoup fonctionner, soit il va, on va dire, encore une fois, je schématise, mais voilà, supporter un certain nombre de choses qui lui paraissent insupportables, c'est-à-dire il va avoir une attitude passive face à des situations qui ne lui conviennent pas, et il va accumuler une sorte de colère qu'il n'ose pas exprimer, ou qu'elle n'ose pas exprimer, et puis il va y avoir après, comme il n'ose pas dire ce qui ne lui convient pas, après il va y avoir une éruption, une explosion souvent violente, soit envers soi-même, soit envers les autres. Et c'est important de préciser qu'il y a des borderline qui ne sont pas colériques vis-à-vis des autres, c'est uniquement vis-à-vis d'eux-mêmes. C'est quand même, parce que souvent on a une image, et il y a des personnes qui sont tellement débordées, et voilà, elles cassent des objets, ou elles s'en prennent aux autres. Mais voilà, il y a des borderline qui n'expriment jamais une colère ouverte, donc c'est pour ça que parfois il y a des personnes qui disent « Ah non, non, moi je n'ai pas de colère, je n'ai pas de... » Mais voilà, s'agresser soi-même ou se faire du mal, et d'ailleurs même, on peut dire que des comportements comme des crises de boulimie, c'est une façon d'exprimer une forme de colère, mais envers soi-même. Voilà. Parce qu'il y a déjà, même dans les crises de boulimie, c'est un acte qui est quand même qui a une forme de violence, parce que voilà, on ingère une quantité de nourriture quand même très importante en une période de temps limitée, et après souvent les personnes se font vomir, donc je crois qu'il est évident qu'il y a une forme de violence malgré tout, envers soi-même évidemment. Voilà, donc je reviens dans la thérapie dialectique comportementale, il y a donc les modules d'affirmation de soi, que la personne apprenne, qu'elle n'ait pas peur d'exprimer ses émotions de façon adaptée. Et c'est ça qui n'est pas évident. Donc pour les borderline qui vont soit donc, refouler l'émotion, soit être en colère. Mais ils vont avoir du mal donc, à exprimer l'émotion de façon adaptée. Et pourquoi ils vont prendre sur eux, je tiens à parler simplement, parce qu'il va y avoir la peur du rejet. Donc je ne peux pas dire, parce qu'on va me rejeter, on ne va pas m'aimer, et comme à un moment donné, j'en peux plus, et bien là, je réagis par une colère très violente. Donc il y a le module d'affirmation de soi, et puis il y a, comme c'est malgré tout une thérapie qui implique donc des séances individuelles plus des séances en groupe, en tout cas c'est comme ça qu'ils le font aux États-Unis. Donc il y a des modules de travail en groupe, et voilà, donc notamment une psychologue qui n'a pas pu venir aujourd'hui, Maman Baudouin, elle a mis en place des groupes à Tarniche, dans le service du professeur Ranger, ce type de groupe pour les borderline. Donc il y a, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces thérapies, comme d'ailleurs même dans d'autres dont je vais vous parler, il y a aussi un aspect psychopédagogique, c'est-à-dire on explique à la personne certaines notions, et voilà, elle se familiarise avec certains concepts et certaines notions, donc elle essaie après d'appliquer. Parce qu'en fait, comme le développement et l'histoire de la personne borderline a souvent été émaillée d'une histoire difficile, où la personne n'a pas eu de bon modèle. En tout cas, ses émotions, c'est l'apport quand même principal de Marshall Linehan, les émotions du borderline ont été invalidées. L'invalidation émotionnelle, c'est le fait de banaliser, ignorer, punir ou dévaloriser l'expression d'une émotion. Par exemple, la personne dit « je suis triste », et dit « mais non, mais t'es pas triste, t'as aucune raison d'être triste ». Voilà, ça c'est vraiment un exemple très banal de l'invalidation émotionnelle. Donc on apprend à la personne que ces émotions sont légitimes dans la nature, parce que souvent les émotions du borderline sont tout à fait compréhensibles compte tenu de la situation, mais sont souvent excessives en termes d'intensité et puis de la réaction. Donc c'est pour ça que d'un point de vue extérieur, ça peut paraître inadapté parce que excessif. Mais dans l'absolu, l'émotion, compte tenu de l'histoire de la personne, elle est compréhensible. Voilà. Donc, et de légitimer l'émotion, de dire oui, voilà, la personne elle a le droit de ressentir ce qu'elle ressent. De toute façon, on ne choisit pas ces émotions, elles s'imposent à nous. Et notamment lorsqu'il y a cette dérégulation émotionnelle, comme chez les borderline, l'émotion elle s'impose de façon vraiment envahissante et désagréable.
Donc la personne, elle ne se sent pas maître de ses émotions, ce qui peut aussi être à l'origine d'une grande honte, en fait. Voilà. La personne, elle peut se sentir vraiment honteuse et juger son émotion. Et donc, d'apprendre à la personne à ne pas juger, mais à accepter, c'est-à-dire accueillir son émotion et la valider elle-même, c'est déjà un premier pas. Donc, je ne choisis pas mon émotion, elle s'impose à moi. Donc, il faut que je cherche à la comprendre, avoir une approche de bienveillance. Et d'ailleurs, il y a des nouvelles tendances de thérapie d'autocompassion, on pourrait dire de bienveillance fondamentale et radicale vis-à-vis de son émotion, de dire voilà, elle s'impose à moi, je cherche à la comprendre. Parce que si la personne en plus, elle juge, par exemple, je suis en colère, mais je n'ai pas le droit, c'est mauvais d'être en colère, et elle peut à ce moment-là passer à l'acte aussi, parce qu'elle se déteste d'être comme ça. Ou bien après coup, pourquoi j'ai réagi comme ça, j'ai honte, donc ça peut conduire à une tentative de suicide. Vous voyez ? Donc c'est important. La bienveillance, elle n'est pas évidente envers soi-même. Elle n'est pas évidente pour les personnes borderline, puisque ce sont des personnes qui ont beaucoup de ce qu'on appelle honte toxique, c'est-à-dire honte de ce qu'on est à la base et pas de quelque chose qu'on aurait fait. Par exemple, si on cambriole une banque, ce serait normal et souhaitable d'avoir honte. Mais si on a honte de ce qu'on est, parfois de façon très floue, on ne sait même pas de quoi exactement, mais on a honte de la personne qu'on est, et là c'est une honte toxique que la plupart des borderline portent en eux. Et donc c'est pour ça qu'ils peuvent avoir honte de leurs émotions aussi, ce qui est quand même assez dramatique, parce que c'est justement aussi cette honte de ce qu'ils ressentent qui peut les conduire à des excès. Voilà, donc il y a la validation des émotions, ce que j'ai abordé, l'auto-validation aussi, et puis ne pas juger son émotion, qui est aussi fondamentale. Et donc ça, c'est l'apport principal de l'approche de Marshall McLuhan. Parce que, encore une fois, dans l'histoire des personnes borderline, surtout l'expression, par exemple, de la colère a été parfois totalement punie, découragée, voire la personne a été humiliée à cause de ça. Donc voilà, et il y a plusieurs attitudes possibles qui, à force de s'accumuler, ont aussi contribué à une forme de mauvaise gestion des émotions. Et parce que le Marshall McLuhan dit, et d'ailleurs ça a été prouvé, que donc le trouble, il a comme origine une vulnérabilité biologique qui se traduirait par une forme de sensibilité ou d'émotivité ou de tempérament anxieux dès le plus jeune âge, associé à un environnement invalidant. Donc vulnérabilité biologique plus environnement invalidant, c'est-à-dire qu'il n'a pas cette approche donc bienveillante avec les émotions, égale trouble borderline à l'âge adulte. Donc ce serait en fait l'apport principal. Ensuite, il y a une autre approche qui a aussi été prouvée comme étant, qui s'est avérée efficace d'un point de vue aussi des études scientifiques, etc. C'est la thérapie des schémas. La thérapie des schémas de Jung, Y-O-U-N-G, comme Yang en anglais. Il a développé cette approche, c'est une approche intégrative. Yang, c'était un thérapeute, un professeur de psychologie, qui a pratiqué au départ la thérapie cognitive et comportementale, et il s'est rendu compte des limites de cette thérapie-là, qui est par ailleurs très efficace, par exemple pour les phobies ou pour certains troubles anxieux, etc. Mais encore une fois, le trouble borderline, les personnes borderline ont besoin de thérapie adaptée. Donc c'est pour ça, j'ai oublié de le souligner, mais que les approches classiques ne sont pas adaptées aux troubles borderline, quelles qu'elles soient. Par exemple, psychanalytique, la cure psychanalytique type ou psychanalyse dans sa méthode thérapeutique n'est pas adaptée. Même une thérapie cognitive et comportementale n'est pas adaptée. Ou l'hypnose tout court, ce n'est pas adapté.